Bonsoir, rebonsoir. La France se cherche un budget et nous assistons à cette bataille qui se livre pied à pied. On va entendre ce soir des avis très divers. Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Ce sera le vôtre, ce sera dans un instant. Thomas Piketty, on entendait Jean-Pierre Raffarin, soutien d'Emmanuel Macron, plus tard aussi Stéphane Manigold. Bref, beaucoup d'interventions alors que les choses sont en train de se faire sous nos yeux. On parlera évidemment aussi de votre livre, La messe n'est pas dite, sous-titre Pour un sursaut judéo-chrétien. D'abord cette bataille du budget, c'est cette situation très particulière où la gauche est en position, surtout les socialistes, d'imposer leur vue. De quel regard voyez-vous cela ? Écoutez, d'abord, c'est quelque chose d'inédit pour des gens de notre génération. C'est-à-dire qu'en fait, on a lu ça dans les livres, c'est la 4e République. Un gouvernement qui n'est pas stable, qui n'a pas de majorité, avec des parlementaires qui font le budget. Dans la tradition de la 5e, c'est Bercy, enfin le ministère des Finances qui fait le budget et la majorité qui vote avec dans les reins éventuellement le 49-3. Là, il n'y a rien de tout ça. Non. C'est une catastrophe pour moi, pour la France, parce que moi, je suis partisan des institutions stables de la 5e République. Mais ça a un intérêt, je dirais, politique et presque idéologique. Je veux dire par là que, évidemment, le budget, c'est la traduction de choix politiques. Or, on voit là la vérité de chacun des partis et des groupes qui sont représentés à l'Assemblée nationale, et même d'autres, puisque nous, avec Sarac-Nafo, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, mais Sarac-Nafo a présenté aussi un budget d'urgence avec ses choix, ses économies, nos choix, nos économies, etc. Bon. Qui gagne à ce jeu-là ? Est-ce que c'est le gouvernement, en tout cas tel qu'il est essentiellement, monsieur Lecornu, ou est-ce que ce sont les socialistes ? Le gouvernement gagne la durée, qu'il ne pourrait pas avoir sinon, mais les socialistes gagnent politiquement. Je suis très frappé d'une chose. Je déteste tout ce qu'obtiennent les socialistes, mais je dois reconnaître leur habileté politique. Au moins, ils utilisent le levier qu'ils ont sur le gouvernement pour obtenir des actions qui vont dans leur sens et dans le sens de leurs convictions. Je regrette que pendant 1 an et demi, le Rassemblement national et les LR, qui avaient barre sur le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou, n'ont fait rien de tel. Attendez, là, classique, vous tapez sur vos rivaux plutôt que sur vos adversaires. C'est classique. Ne cherchez pas à avoir des arrière-pensées tactiques dans ce que je dis. Non, excusez-moi, est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis ? Et n'essayez pas de voir les arrière-pensées tactiques, essayez de voir plutôt est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Parce que sinon on ne peut pas discuter. Si derrière tout ce que je dis, vous voyez une arrière-pensée tactique, je m'en vais puisque ça sert à rien. Ça peut être vrai et tactique, ça existe aussi. Ça existe aussi, mais en l'occurrence là c'est vrai. Je suis désolé de le dire. Les LR ont préféré prendre des postes gouvernementaux et n'ont absolument pas influé sur la politique gouvernementale, et le Rassemblement national, lui, a pris des postes de prestige dans l'Assemblée, des vice-présidences, etc. Mais pour le reste, rien. Je constate que les socialistes ne font pas la même chose, c'est tout. À ce jeu-là de l'habileté, est-ce que vous reconnaissez aussi au camp macronien une certaine habileté ? Le fait d'envoyer Madame Borne en poisson pilote, c'est-à-dire ils n'ont pas pris le personnage le plus retors. Au contraire, ils ont pris celle qui avait l'air apparemment la plus solide, celle qui traitait les opposants de populistes, qui retourne sa veste sur la question de la réforme des retraites. D'un point de vue tactique, c'est bien joué. Vous savez, moi j'en ai un peu assez des habiletés tactiques. Mais simplement, qu'est-ce qu'ils ont joué ? Ils ont renoncé, ils se sont soumis aux socialistes, c'est tout. On peut habiller ça d'habileté tactique. Moi, je dis qu'ils se sont soumis pour garder l'illusion du pouvoir et pour ne pas être face à une dissolution qui aurait, selon moi, renvoyé à peu près le même rapport de force à l'Assemblée et qui aurait mis en première ligne la démission du président Macron. Bon, si vous appelez ça habile, oui, je veux bien, bon d'accord. Éric Zemmour, vous revenez souvent à l'histoire pour expliquer la situation présente. Alors, à tort ou à raison, chacun est juge, mais comment est-ce que vous expliquez la force de cette tradition centraliste, étatiste française ? On voit que y compris dans votre camp les nationalistes, en réalité les libéraux sont plutôt minoritaires. On voit à quel point dans tout le champ politique, et une fois de plus ça se voit, les étatistes, les centralistes, les jacobins gagnent. Alors, on va essayer d'aller vite parce que j'imagine que vous n'avez pas un temps fou pour cette analyse historique, mais je vais essayer d'aller le plus synthétiquement possible. Il faut bien comprendre qu'il est normal que les Français aient une révérence naturelle pour l'État, puisque c'est l'État
On parlera du Christiani tout à l'heure, mais c'est l'État qui a façonné le pays, qui a étendu la France à coups de guerre ou de mariage ou de rachat, qui a protégé les Français contre d'abord les exactions des seigneurs, puis les invasions étrangères. Vous voyez, qui a favorisé la prospérité du pays, de Colbert à De Gaulle et Pompidou. Vous voyez, je prends large exprès. Donc c'est tout à fait normal, et moi le premier, qu'on ait une révérence naturelle pour l'État. Nous sommes un pays qui a 1000 ans et qui a été forgé par l'État. Tout le problème aujourd'hui, et depuis 40 ans, c'est que l'État s'est retourné contre les Français. C'est qu'il était l'ami des Français, il est devenu l'ennemi des Français. Il ne protège plus les Français, au contraire, il les livre à l'invasion migratoire et avec toutes les conséquences de violence que cela inclut. Il aggrave, il est un prédateur, c'est-à-dire qu'il pioche tellement dans la poche des Français, en impôts, en taxes, que les Français ne travaillent plus que la moitié du temps pour eux. Vous voyez, il n'est même plus un soutien pour l'activité. Déjà Pompidou qui dit qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, c'était son mot. Alors attendez, comme ça, très, si vous me permettez, vous confondez deux choses. Moi, je vous parle de prélèvements obligatoires. Nous sommes à 46% de prélèvements obligatoires, un des plus hauts du monde, avec 57% de dépenses du PIB. Celle-là, c'est carrément le record du monde. Sous le général de Gaulle et sous Pompidou, les prélèvements obligatoires étaient à 33-34%. C'était l'époque où les Rolling Stones venaient en France pour fuir le fisc anglais. Ouais. Je veux dire, c'est quand même, on n'imagine plus maintenant ça. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Quand il dit il faut pas emmerder les Français, ça veut dire il faut arrêter avec les règles tatillonnes, l'administration. Mais vous voyez, c'est pas les prélèvements obligatoires, c'est pas les impôts. Ce sont deux choses différentes. Donc, il y a évidemment une évolution dramatique. Aujourd'hui, la France, l'État est un boulet. Donc, il faut se libérer de l'étatisme pour retrouver un État utile aux Français. Et cependant, les positions peuvent-elles changer? Déclaration du jour de Marine Le Pen qui est très intéressante. Vous avez souvent, vous êtes évidemment rivaux avec Marine Le Pen, vous avez souvent souligné le fait que dans le domaine économique, elle avait des positions assez étatistes par rapport aux vôtres. Elle évolue, en tout cas sur la question de la taxe Zuckman, elle est très claire, elle prend position ce soir en disant non, nous n'en voulons pas, et évidemment son poids électoral supérieur au vôtre pèsera beaucoup. Écoutez. Non mais elle n'est pas, d'abord elle n'est pas du tout allégée, il faut regarder le texte, en réalité elle est aggravée puisqu'elle va toucher beaucoup plus de personnes et donc la cible n'est plus du tout la même, donc il n'en est pas question pour nous. Voilà, Zuckman non, ni light, ni hard, ni rien du tout. Éric Zemmour, vous êtes d'accord avec elle ? Non, ça m'amuse votre réaction et ça m'amuse la réaction des commentateurs. Ce sont les députés du Rassemblement national qui se sont abstenus lors du vote de la taxe Zuckman et qui ont permis l'adoption de la taxe Zuckman il y a quelques mois. Par ailleurs, les députés du Rassemblement national ont voté avec les députés de LFI pour voter l'impôt universel, pour aller chercher les Français qui sont à l'étranger, qui ont voté avec les LFI pour l'augmentation de la TVA pour les produits de luxe, etc., etc. Donc, moi, vous savez, votre réaction me rappelle le sketch de Coluche. Vous savez, quand il disait Sylvie Vartan a fait des progrès. Bon, j'attendrai la fin des progrès. Je pense. Vous pouvez rappeler le passé. En plus, c'est à votre position. Elle prend position. Non, elle fait aucune proposition. Elle prend position. Elle prend position contre la taxe Zuckman. Ouais. Il est temps. Je vous répète ce que je vous ai dit. Mais ce n'est plus la taxe Zuckman le sujet. Le Rassemblement national a présenté un contre-budget très intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure, ça permet de voir la ligne politique. Moi, je suis un observateur, pas seulement un acteur. Je regarde et puis après, je prends des décisions. Bon, ils ont inventé 8 taxes. Vous allez me dire, ils ont fait des progrès. La dernière, ils en ont inventé 11. Bon, soyons honnêtes, tout le monde le fait. Là, c'est la foire aux taxes. Ça, pas tout nous. Le monde le fait. Pas nous. Vous m'excuserez, pas nous. Nous avons fait un projet avec Sarah Knafo pour Reconquête où il n'y a que des baisses. Il y a des baisses de dépenses, 80 milliards, et il y a des baisses d'impôts. La suppression des taxes sur la production, la suppression de l'impôt sur les successions, etc. Vous voyez, nous, on n'a pas de taxes en plus. Voilà. Et la philosophie de Reconquête, c'est il faut baisser massivement les dépenses pour pouvoir baisser massivement les impôts. Cela étant, l'évolution qu'on entend là, que vous la jugiez sincère ou non, etc., est-ce que c'est un peu de l'air du temps ? Tout à l'heure sur notre plateau, un moment intéressant, Jean-Pierre Raffarin, qui représente vraiment la droite, tout ce qui est plus classique, centre-droit, bon, dit
la première fois que j'entends ça sur un plateau, si Madame Le Pen, si le RN arrive à pousser un peu sa majorité, même relative, à de prochaines élections législatives, il est possible, on a articulé le chiffre de 20 députés LR, qu'une partie des LR accepte la non-censure, donc aide le RN à gouverner. Est-ce que vous le croyez ? Tout est possible. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dissolution et pour l'instant, le Rassemblement national est très loin de la majorité relative. Si c'est le cas, est-ce que vous vous en féliciterez ? Est-ce que vous en féliciterez si une partie des LR aide le RN à gouverner ? Je veux voir sur pièce. Voilà. Excusez-moi, pour l'instant, à chaque fois, ça fait 10 ans qu'on m'annonce la victoire du Rassemblement national. Je ne la vois pas, toujours pas. Donc voilà, je me dis, c'est tout. La dernière fois, on m'a annoncé en 2017, en 2022, en 2024. Je ne la vois pas. Donc j'attends. Mais est-ce que vous l'espérez ? Ah non, moi j'espère la victoire de Reconquête. Oui, chacun défend sa boutique, ça je veux bien croire, mais cette possibilité qu'on vient d'entendre de la part de Jean-Pierre Raffarin, que les députés RN soient 240, mettons, et qu'ils puissent compter sur un appoint, on parle là du gouvernement de la France, un appoint de 20 députés LR qui diraient d'accord, on ne vous censure pas. Ce que font les socialistes maintenant avec le gouvernement. J'ai bien compris. Ce serait un cap. Mais écoutez, moi je veux tout ce qu'on veut. Moi je pense qu'avec le Rassemblement national, il y aura, je l'espère, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, un arrêt de l'immigration. Moi, je ne peux qu'être favorable. Bon. Maintenant, il y a 2 autres sujets. On est d'accord sur l'arrêt de l'immigration, mais on n'est pas d'accord sur l'attitude à avoir par rapport à l'islamisation du pays. On n'est pas d'accord. Madame Le Pen pense que l'islam est compatible avec la République, pas moi. Madame Le Pen pense qu'il n'y a pas de grand remplacement, pas moi. Madame Le Pen pense qu'il n'y a pas de guerre de civilisation, pas moi. Bon, le Rassemblement national est sur cette ligne, moi je suis sur une autre. Par ailleurs, en économie, je sais que là vous voyez des progrès où je n'en vois pas, ils ont, au Rassemblement national, une vision sociale, étatiste de l'économie, pas moi. Ça fait beaucoup de différences et il y a un point commun qui est arrêtons l'immigration. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Dans chaque partie du spectre politique, il faut bien que les gens gouvernent. Donc de toute façon, votre parti à vous n'avez pas gouverné avec les LFI ou les marxistes révolutionnaires. On est d'accord. Donc, votre parti à vous, c'est plutôt de ce côté-là du champ politique. Ça veut dire quoi ? Si vous pouviez siéger dans un gouvernement, ce serait aux côtés du RN. Attendez. Le RN... Là, vous êtes en train de me poser la question de l'union des droites, la sempiternelle question, qui n'intéresse en vérité que les électeurs. Je fais exprès de dire que, évidemment. Parce que vous voyez bien que les électeurs m'en parlent tout le temps, mais que les états-majors n'en veulent pas. Pas tomber dans les pièges qu'on vous tend, Darius Rochebin. Les choses changent un peu. Pardon, quand sur ce plateau même, Éric Zemmour, il répondait à Elisabeth Martichoux, Laurent Wauquiez dit « Je suis pour une union des droites de Darmanin à Knafo ». Il ne vous cite pas. Je ne sais pas si c'est un... il fait mieux que ça. Alors, de Darmanin à Knafo, ça veut dire quand même quelque chose. Là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que Wauquiez est un gros malin qui a des gros sabots et qui croit qu'on va tomber dans ses pièges. Et en fait, ça ne marche pas. Dans une autre émission, on lui demande... Et Éric Zemmour, il dit « Ah non, Éric Zemmour est trop extrême », comme s'il y avait une différence entre Sarah Knafo et Éric Zemmour. Vous savez, Wauquiez, c'est la maladresse des demi-habiles. Cher à Pascal, puisque je parle beaucoup de Pascal. C'est-à-dire qu'il se croit très habile et qu'on voit tellement à travers qu'il se prend les pieds dans son habileté. Donc, je reviens à mon idée de... En clair, vous n'y croyez pas. Allons. Je n'y crois. Non, mais je vais vous dire... Les droites, vous n'y croyez pas. Attendez. Je fus le seul, vous m'entendez, le seul, pendant des décennies, au temps de Jacques Chirac, à m'opposer au cordon sanitaire et à son refus de s'allier, non pas avec le Rassemblement national, avec le Front national, avec Jean-Marie Le Pen. Et à l'époque, j'étais le seul à défendre cette thèse. Ce que je dis, c'est que ce rassemblement des droites, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens ? Ça veut dire le RN, les LR et Reconquête ensemble. On est d'accord. Les électeurs sont pour, à 80% dans tous les partis. Les états-majors du Rassemblement national et les états-majors de LR, malgré les carabistouilles de Wauquiez, sont contre. Donc je dis simplement aux électeurs, laissez-moi c'est ce qu'on dit avant les élections. Non, c'est pas ce qu'on dit avec les électeurs, non. Zemmour, vous savez comme moi, qu'entre Marchais et Mitterrand, ils se sont détestés. Mais mon cher, excusez-moi, ils ont quand même des ministres communistes et des socialistes. Excusez-moi, alors là vous faites une erreur gravissime, pardonnez-moi. Les socialistes et les communistes, oui, s'affrontaient, mais ils avaient un accord de gouvernement et un programme commun de la gauche. Ils étaient dans une alliance.
Pareil pour la gauche entre Mélenchon aujourd'hui et les socialistes. Mélenchon a rassemblé la gauche parce qu'il était le plus fort. En 2022, Madame Le Pen et le Rassemblement national ont refusé cela. Alors que moi, j'appelais à voter pour elle du haut de mes 7%. Donc je dis, le Rassemblement national ne veut pas d'union des droites. Les LR ne veulent pas d'union des droites. Seule Reconquête en veut. Donc les électeurs ne peuvent pas, à moins d'être contradictoires, tout est possible. Mais il y a un paradoxe à voter pour le RN et pour le LR et ensuite à venir dire il faut l'union des droites, il faut choisir. Seule Reconquête, s'il est en tête, et donc si les électeurs votent pour lui, fera cette union des droites que les électeurs réclament. Éric Zemmour, en tout cas, vous creusez votre sillon propre avec notamment ce livre « La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien ». Il y a une part personnelle que vous mettez dedans. Vous vous rappelez d'abord que vous avez été élevé dans la tradition juive. Vous vous rappelez que vous avez eu une période critique de gauche. Vous avez été de gauche ? Dans les années 70, vous savez, j'étais jeune et la gauche était très puissante à l'époque. Et elle était socialiste au sens de social. Ah. Elle n'était pas socialiste au sens de wokiste et de gauche, islamo-gauchiste. De gauche jusqu'à quel point? C'était quoi vos positions de gauche à l'époque? Par exemple, j'étais pour une économie... Vous voyez, j'étais plus proche du Rassemblement national qu'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que j'étais plus étatiste. Aujourd'hui, j'ai compris que l'étatisme, comme je vous l'ai dit, nous avait mené à la catastrophe. Vous votiez pour qui à l'époque? J'ai voté Mitterrand en 81, je l'ai déjà dit. Ouais. Et avant ça, vous étiez trop jeune? Ah, j'étais trop jeune. Ouais. Est-ce qu'il y a un regret? Il y a une biographie intellectuelle dans ces premières pages où vous dites, alors, vous avez une découverte de Blaise Pascal qui a beaucoup changé en vous. Là, est-ce qu'il y a un excès de tradition voltairienne en France? Ce côté un peu ricaneur à l'égard des religions. Voltaire, immense génie, mais enfin, ce côté un peu ricaneur. C'est pire que ça. Vous savez, je cite une phrase de Chateaubriand absolument magnifique qui dit... que Voltaire a eu malheureusement le talent de mettre l'incrédulité à la mode. Mais ça, c'était au XVIIIe siècle. Depuis, la République a fait bien pire, c'est-à-dire qu'elle a entrepris un travail lent et méthodique de déchristianisation. Le socialiste Viviani parlait des lumières qu'on avait éteintes dans le ciel et qui ne se rallumeront plus. Je pense que c'était ça le problème. Et qu'aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement ou à la fin de cette déchristianisation, au moment où une autre religion, beaucoup plus violente, beaucoup plus belliqueuse, beaucoup plus dogmatique, beaucoup plus intolérante, vient se répandre en France et petit à petit se substituer à cette religion dominante pour devenir la religion dominante. Je veux parler évidemment de l'islam. Donc il y a ce double phénomène historique qui met la France en danger de mort. Je n'ai pas peur de le dire car je pense, comme je le dis, que c'est le christianisme qui a fait la France. Je dis, l'Église a fait les rois qui ont fait la nation, qui ont fait la République. Sans le christianisme, la France n'est plus la France. Je défends le christianisme et le catholicisme en tant que patriote, en vérité. C'est-à-dire que notre civilisation et le christianisme sont imbriqués à un point que si le christianisme disparaissait, c'est notre civilisation qui disparaît. Est-ce que vous ne faites pas bon marché de la foi? Vous défendez cette notion de judéo-christianisme. À vrai dire, la notion traditionnelle, c'est christianisme. Bien sûr, c'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je dis. Vous dites vous-même, l'individu est fort quand il a la foi. La religion chrétienne, c'est d'abord une foi. C'est pas seulement une tradition, un patrimoine, etc. Est-ce que vous pourriez vous convertir vous-même, par exemple? Alors, la religion chrétienne est la seule, c'est ça qui est important à comprendre, qui se fonde sur la foi. Les traditions anciennes, paganistes, le judaïsme, l'islam, sont des religions qui se fondent sur une pratique, sur un code juridique et sur une appartenance à un peuple. Vous n'avez pas répondu. Non, parce que je n'ai pas la foi. En revanche, je me suis approché depuis toute ma vie du christianisme par l'identité, par la culture, par, vous savez, c'est le mot de Sioran, Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. Je pense que c'est très profond cela. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, si vous voulez, cette foi chrétienne a permis l'émergence, et c'est le génie du christianisme, a permis l'émergence d'un individu libre, qui n'existe pas, par exemple, en islam, où on doit obéir strictement à Dieu. Dans le christianisme, ça a inventé, si vous voulez, cette foi, un rapport intériorisé
à Dieu. C'est ça que j'ai découvert dans Pascal. Éric Zemmour, vous savez très bien qu'il y a eu aussi un christianisme violent, inquisiteur, le christianisme des croisades. Attendez. Il y a eu un christianisme, qui dans la colonisation a joué un rôle, qui accompagnait une colonisation très brutale. Donc toutes les religions peuvent servir à l'accès. Non, je refuse cette soupe. Pardonnez-moi, c'est de la soupe que vous faites. Je vous ai parlé de religion autoritaire, belliqueuse, parce que Dieu impose à un musulman qui n'a pas le choix d'être musulman et d'obéir strictement. Quand vous parlez des croisades, par exemple, les croisades sont une réponse à l'invasion islamique. Les croisades ont sauvé l'Europe. Les croisades ont sauvé l'Europe, et c'est pour cela que l'Europe a pu développer la science, parce que par la libre pensée et la liberté. Ici, mais Zemmour, je suis désolé, c'est très important. Monsieur, pardon. C'est très important. Quand les missionnaires français vont forcer des Chinois ou forcer des gens en Amérique du Sud à se convertir, on ne peut pas dire qu'ils soient en réponse à l'islam. Ils ne forcent pas. Bien sûr qu'ils ne forcent pas, non. Puisque vous le dites, non. Puisque vous dites vous-même que c'est par la foi. Donc vous voyez qu'on ne peut pas forcer. Puisque si on n'a pas la foi, on peut faire semblant. Mais on ne peut pas forcer. Quoi qu'il en soit, en réalité, pourquoi on sent évidemment je réagis parce qu'on a beaucoup souffert. Attendez, je vais vous dire pourquoi je réagis. On a beaucoup souffert de cette confusion mentale. Le christianisme n'est pas l'islam. L'islam n'est pas le christianisme des Arabes, selon le mot de Rémi Brague. Et toute la classe politique croit comme vous que finalement c'est la même chose. Non. Quand les musulmans entendent la foi, ils entendent ce code juridique, la charia, que personne en France ne défend. Mais c'est ça pour les musulmans. On ne va pas refaire toute l'histoire, c'est une histoire très longue et très compliquée. Vous savez comme moi qu'il y a 100 façons de pratiquer l'islam, 100 façons de pratiquer le christianisme. C'est de la soupe, encore une fois. Ce n'est pas de la soupe. Et il y a historiquement beaucoup de chrétiens qui vous regarderaient comme quelqu'un qu'il faut convertir absolument parce que, je termine, pour une tradition chrétienne, les Juifs sont le peuple déicide. Et c'était présent dans la liturgie chrétienne, catholique, jusqu'à récemment. Donc toutes ces traditions existent. Pas ici, il ne s'agit pas de faire opposer des religions. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour les gens comme vous. Vous faites tout ce que je déteste. C'est-à-dire, vous mélangez tout, vous faites une salade, et puis hop, tout est pareil, et toutes les religions se valent. Non, monsieur Rochebin. Il y a des différences. Et c'est ça que j'explique dans le livre. Est-ce que ça veut dire que dans votre idée, la civilisation, si on peut appeler ça comme ça, la civilisation européenne est supérieure aux autres ? Oui. Je pense que la civilisation européenne, et pour moi, encore une fois, chacun défend sa civilisation. Je ne respecte la civilisation chinoise, qui est une grande civilisation. Je respecte la civilisation islamique, qui est une grande civilisation. Mais pour moi, la civilisation chrétienne est supérieure. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle défend la liberté. C'est la seule civilisation, et c'est à cause de ce que je vous dis. C'est pour ça que votre soupe m'agace. C'est justement parce que le christianisme invente la foi intérieure qu'elle invente l'individu libre. Cela étant, Éric Zemmour, est-ce que c'est pas une limite à votre raisonnement qu'en Europe, même des gens comme vous qui pensent cela, à tort ou à raison, ne vont pas jusqu'au bout de leur raisonnement ? C'est-à-dire, on voit à quel point les Américains ont encore une conscience de conquête très forte, une conscience coloniale très forte. Les Chinois l'ont. Les Européens, c'est fini. Vous savez comme moi, presque plus personne en Europe ne défend l'idée coloniale. Alors qu'il fut un temps, je termine ma question, il fut un temps où, y compris des bien-pensants de la Troisième République, les Ferry, les Hanoto, etc., défendaient l'idée que la civilisation européenne doit s'étendre, coloniser, l'idée prosélyte. L'idée que le christianisme doit s'étendre. Victor Hugo défendait la colonisation. Il disait nous sommes les Grecs du monde, nous devons apporter les lumières aux peuples qui sont dans les ténèbres. Est-ce que vous la défendez aujourd'hui ? Historiquement, bien sûr. Non, mais maintenant. Non, mais maintenant, la situation a complètement changé. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça ne montre pas la limite de vos raisonnements ? Non, pas du tout. Éric Zemmour, on voit qu'un Trump, lui, défend l'extension de la puissance. Non. Les Chinois défendent l'extension de la puissance. En réalité, l'Europe est devenue, encore une fois, à tort ou à raison, tant mieux pour ceux qui le pensent, beaucoup le pensent, qu'elle s'est limée les dents. L'Europe n'a plus de vocation conquérante. Non, attendez. Une fois de plus, vous mélangez tout. Vous confondez colonialisme et impérialisme. Les États-Unis sont une puissance impériale. Ils ne sont pas colonialistes. Assumé. Oui, impérial, pas colonialiste. Les Chinois sont impérialistes, pas colonialistes. Les pays d'Europe ont pris les 2 guerres mondiales en plein... Ça les a détruits. Effectivement, les morts à Verdun, les Français, les Anglais, les Allemands, les Français et les Allemands surtout à Verdun et les Anglais dans la Somme, tous ces peuples-là ne se sont jamais remis
des ravages de cette guerre industrielle de 14, puis de 40, que n'ont jamais connu les Américains qui sont arrivés. Ce point-là, pardon de vous interrompre. Non, mais c'est très important. Effectivement, est-ce que c'est le cœur de la chose ? Les peuples européens n'ont plus le sens de la puissance. Ça n'a rien à voir avec la colonisation. Pardonnez-moi. Mais pardon, de vous interrompre, mais là on est au cœur du sujet. C'est-à-dire, est-ce que les Européens, encore une fois, à tort et à raison, chacun est libre de ses opinions, mais ont renoncé à l'idée de la conquête, de la conversion ? Ils ont renoncé à l'idée de la puissance. C'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des bisounours qui nous laissons envahir par une civilisation étrangère qui nous remplace. C'est ce que je dis depuis 30 ans. Cela étant, ça, oui, mais vous mélangez aujourd'hui, c'est l'Europe qui est colonisée. Qui est colonisée par ses anciens colonisateurs. Vous pouvez appeler ça comme ses anciennes colonies, pardon. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il y a un mot qui est peu présent dans votre livre, qui est très littéraire et plein de références, c'est la natalité. Quand on voit la réalité de la natalité, et ça, c'est la froideur des chiffres, hein. C'est pas de l'idéologie, ça n'est ni chrétien, ni musulman, ni tout ce qu'on voudra. Vous avez tout à fait raison. Ce sont les derniers chiffres là de janvier et juin 2025, où pour la première fois, baisse continue du nombre des naissances, la France a enregistré plus de décès que de naissances. Ça, c'est pas la faute des musulmans, c'est pas la faute des Tibétains, c'est un fait. Et en réalité, sauf à faire tout à coup beaucoup plus d'enfants, il y a plus de migrants musulmans, ça c'est un fait aussi. Vous n'allez pas leur dire ne soyez plus musulmans dès que vous traversez la frontière. Darius Rochebin, moi je ne leur dis pas ne soyez plus musulmans dès que vous traversez la frontière, je leur dis vous ne passerez plus la frontière. C'est pas exactement la même chose. Alors vous avez raison, il y a un problème de natalité française, tout à fait raison, qui baisse depuis 20 ans, avec des bêtises de politique familiale redistributrice de M. Hollande, et puis avec une mentalité, une culture, les angoisses des verts, des woke, etc. C'est rattrapable. Non, tout ça est profond dans les jeunes générations. Ouais. Oui, mais on a un problème dans le problème. C'est que là où les Françaises de souche font entre 1,4 et 1,5 enfants, donc moins de 2, les femmes algériennes, marocaines, tunisiennes et africaines font entre 3 et 4 enfants. Donc, c'est la réalité. Vous parliez des chiffres et de la réalité implacable. La réalité, elle est là. Le grand remplacement, il est là. Mais Eric Zemmour, c'est pour ça que... Laissez-moi répondre à mes questions. Mais juste parenthèse. Je vous fais des questions, mais vous ne me laissez pas répondre. Vous savez très bien et vous le dites vous-même, une des facteurs déterminants de la puissance, c'est la démographie. Peut-être que des petits pays peuvent décroître démographiquement, mais c'était la logique de Napoléon, c'était la logique de Richelieu. À tout temps, si on veut être une puissance, il faut être une puissance démographique. Oui. Donc, il n'y a pas 36 solutions. C'est ou plus d'enfants, ou plus de migrants. Là aussi... C'est quoi d'autre ? Vous avez... Il n'y a ni plus d'enfants, il faut plus d'enfants, mais il ne faut surtout pas plus de migrants. Mais plus d'enfants, comment ? En plus, les migrants, je vous le rappelle, ne viennent pas travailler à 90%. Il y a 10% des 500 000 immigrants que... mais vous ne répondez pas à la question. Si, je vais vous répondre. Il faut croître. Vous êtes dépassé, cher Darius Rochebin. Quand, de toute façon, on ne pourra pas monter à 300 millions, 400 millions d'habitants, qui sont aujourd'hui le quota pour les grandes nations, les grandes puissances. On n'y arrivera pas. C'est fini. On a raté le coche quand on était la Chine de l'Europe au XVIIIe siècle, quand Napoléon avait conquis la moitié de l'Europe. C'était la grande puissance. La grande France, mais moi je suis partisan de la grande France. Mais on ne l'aura plus. Voilà. On ne va pas conquérir l'Italie, on ne va pas conquérir l'Allemagne de l'Ouest. Bon. Vous voyez que vous en riez vous-même. Donc, le sujet n'est pas là. Et aujourd'hui, en plus, par rapport au temps où Napoléon disait... Mais c'est intéressant, je me permets de souligner, Eric Zemmour. Non, je vous assure, laissez-moi finir un raisonnement, c'est insupportable. On discute, Eric Zemmour. C'est intéressant. On en sourit alors que... Regardez Trump. Posez des questions et j'y réponds. Trump dit, oui, le Canada, ça m'intéresse, le Groenland, ça m'intéresse, Panama, ça m'intéresse. Eux n'en rient pas. Ils ont encore une volonté de conquête. Mais je vous laisse poursuivre. Mais vous êtes trop aimable. Je disais donc... Revenons à ma démonstration, si vous me permettez. Je disais donc, par rapport au temps où Napoléon disait « Dieu aime les gros bataillons », nous sommes aujourd'hui, avec la technologie, à une époque où les peuples moins nombreux peuvent devenir prospères et puissants. On le voit avec la Corée du Sud, on le voit avec la Suisse, on le voit avec Israël, et il y a d'autres pays comme ça. Donc, la France est un intermédiaire entre les mastodontes et les tout petits pays. Donc nous devons faire avec nos moyens démographiques et arrêter de penser que nous allons grossir et que nous allons rester une grande puissance démographique avec l'immigration. C'est une catastrophe parce que c'est en train de changer la face de notre pays et non pas de nous faire grandir, mais de nous tuer.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, le Japon est un modèle? Il faut s'arrêter un instant au Japon, c'est très intéressant. C'est la visite de Donald Trump à cette nouvelle Premier ministre japonaise. Alors, une visite qui a été très commentée parce que c'est un personnage qui ressemble par certains côtés. C'est deux civilisations très diverses, mais très différentes. Mais enfin, elle est une nationaliste très anti-immigration et elle pousse à l'extrême une certaine logique japonaise qui est, si je comprends bien la vôtre, qui est de dire tant pis, on renonce à une croissance démographique, mais on ne veut pas être une société multiculturelle. Je vais vous dire, j'admire le Japon depuis très longtemps, sans avoir mis les pieds. J'admire leur sens de l'adaptation. Vous savez, depuis le 19e siècle, depuis l'ère Meiji, ils ont réussi à la fois à s'adapter à la modernité et en même temps à conserver leurs traditions. J'admire aussi, effectivement, leur volonté de ne pas céder au mirage de la société multiculturelle. Ils ont créé avec ce gouvernement un ministère de la remigration. C'est ce que je proposais pendant l'élection présidentielle et que le Rassemblement national décrétait anti-républicain. Donc moi je pense au contraire que le Japon est un modèle. Alors évidemment, ils ont un problème démographique, vous avez tout à fait raison, je ne le nie pas du tout. Je ne le nie pas du tout. Mais ils ont choisi de le pallier, non pas de le compenser entièrement, mais de le pallier à la fois par les gens qui travaillent plus longtemps, et ils utilisent les compétences des gens plus âgés, et en même temps un développement de la robotique énorme. Parce qu'on oublie toujours de dire, quand on dit on a besoin d'immigrer et tout, la robotique va remplacer. Moi, je choisis les robots plutôt que les immigrés. Et oui, le modèle japonais est pour moi un modèle remarquable, même si évidemment nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même civilisation, etc. Mais c'est des gens qui sont supérieurement intelligents, supérieurement déterminés et qui défendent au moins leur civilisation. Éric Zemmour, la logique de conclusion de civilisation, vous prononcez vous-même ce mot. On voit bien que dans l'histoire, les civilisations avancent ou reculent. On ne peut pas rester immobile, que ce soit pour la démographie, par l'économie, par la conquête, par la langue. Bien sûr. L'anglais qui a colonisé le monde, de fait. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule ? L'Europe, évidemment, par rapport à la puissance des pays européens au XVIIIe, au XIXe siècle, évidemment, est en recul. Le plus grave... Est-ce que c'est rattrapable ? Ah oui, c'est rattrapable parce que c'est une question d'abord de pensée. Je vous ai dit tout à l'heure, le plus grave pour les Européens, c'est qu'ils ont perdu le sens de la puissance. Il faut retrouver le sens de la puissance. Trump nous donne une leçon. Israël nous a donné une leçon. C'est la paix par la puissance, par la force. Il faut retrouver le fait que c'est la force qui détermine les rapports entre les nations et qu'une nation faible se cède et se couche devant les forts. Vous savez, parenthèse sur Israël, si vous permettez, puisque vous mentionnez ce nom, et vous dites bien à quel point vous êtes un très grand admirateur de la foi chrétienne, mais vous restez juif pratiquant, n'est-ce pas ? Traditionnaliste, on dira, parce que pour les vrais juifs pratiquants, je suis quelqu'un qui respecte pas grand-chose. Mais je suis traditionnaliste et je respecte les traditions. Quand vous voyez que certains dans le cabinet de Netanyahou vont jusqu'à prôner du déplacement de population, ce qui est un crime grave, des gens comme Smotrich ou Ben Gvir, est-ce que pour vous c'est tolérable ? Écoutez, moi, je pense que ce qui n'est pas tolérable, c'est de massacrer des gens et de découper des enfants en morceaux. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce qu'a fait le Hamas et c'est ce qu'ont fait les Palestiniens. Deuxièmement, il y a eu dans l'histoire des échanges de populations qui ont permis une paix durable. Je pense par exemple entre la Grèce et la Turquie, après les années 20. C'est pas un échange de population, c'est un déplacement forcé de population. C'était un déplacement forcé de population. Là, les Grecs ont dû quitter l'Anatolie où ils étaient depuis 2000 ans. Je pense à l'Inde et le Pakistan. Mais oui, mais je vous réponds. Vous réponds. C'était des déplacements forcés aussi entre l'Inde et le Pakistan, entre les hindous et les musulmans, qui ne peuvent pas vivre ensemble. Mais vous le défendez dans le cas d'Israël ? Oui, en l'occurrence, ça a permis la paix. Alors, on verra bien. Moi, je pense, je vais vous dire. Même M. Trump n'en veut pas. Je sais bien que M. Trump n'en veut pas. Je sais bien que Netanyahou a dû céder. J'ai bien compris tout ça. Je dis simplement que je ne tombe pas dans l'illusion de la paix entre Israël et les pays arabes. Et d'ailleurs, je pense que M. Netanyahou ne tombe pas non plus. Je pense qu'il n'y aura pas à l'échelle humaine de paix entre Israël et les pays arabes, parce que pour les pays arabes et pour les masses arabes, c'est une question presque métaphysique. Il ne peut pas y avoir un État juif sur une terre qui a été islamique.
En clair, dans le cas de Benjamin Netanyahou, puisque la question se pose, on voit bien que l'Europe considère qu'il faut juger Vladimir Poutine, en l'occurrence, pour crime de guerre. Est-ce que de la même façon, alors que Benjamin Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, selon vous, il faut le juger? Darius Rochebin, je suis pour un système international qui repose sur les États, dans la grande tradition française de Richelieu à De Gaulle et du traité de Westphalie. La souveraineté des États. Donc on ne je juge ne pas reconnais Netanyahou. aucune légitimité à la Cour pénale internationale. Donc on ne juge pas Bush pour l'invasion de l'Irak, on ne juge pas Netanyahou pour ce qu'il a fait, ni Poutine. De quel droit vous jugez ces gens? Vous êtes américain? Vous êtes russe? Vous êtes israélien? Moi, je crois aux nations. Nuremberg a montré qu'il pouvait y avoir imparfaite. Justement, Nuremberg, il y a eu une justice internationale. Justement, Nuremberg a été un précédent. On comprend dans quel contexte avec les dirigeants nazis, mais philosophiquement, ça a fait un précédent qu'il ne faut pas justement, et qu'il faut clore après le précédent. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y en ait de suite. Merci beaucoup, Éric Zemmour. C'est votre livre, La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien. C'est chez Fayard. Merci d'avoir été notre invité.